Très bien, eh bien, bonsoir. Je suis très heureux de toutes et tous vous accueillir. Alors bon, mais je me présente très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, 1 h 40 précisément. Donc je m'appelle Romain Darol. Toutefois, ce n'est pas chez les Romains que nous allons nous rendre ensemble, mais bien chez leurs collègues antiques, les Grecs. Et oui, car c'est en Grèce, en effet, que se déroule une grande partie de l'action de 7 pièces de théâtre que l'on m'a proposé de vous présenter aujourd'hui. Je veux parler, bien sûr, de Phèdre. Phèdre qui, vous l'avez remarqué, et c'est important, s'écrit avec un point d'exclamation, et qui est une pièce de théâtre contemporaine, et même plus précisément une comédie, qui met en scène une façon d'orateur qui, se proposant justement de parler de cette pièce, un petit peu, si vous voulez, comme je le fais en ce moment, finit par raconter, de façon plus ou moins enjouée, une autre pièce, celle-ci considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature classique. Je veux parler de Phèdre, sans point d'exclamation cette fois-ci, Phèdre de Jean Racine. Alors bon, je n'enracine personne, vous l'aurez compris. Voilà, Jean Racine, c'est le nom de l'auteur. Voilà, il s'appelait comme ça, Jean Racine. Comme d'autres s'appellent Marcel Duchamp. Voilà. J'ai moi-même connu quelqu'une qui s'appelait Aude Javel. Aude Javel. Ça ne s'invente pas, ma foi, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Mais bon, trêve de bavardage, nous ne sommes pas là pour plaisanter, puisque Phèdre, sans point d'exclamation, à la différence de l'autre pièce, n'est pas une comédie, mais bien une tragédie. Parfait, vous avez l'air de savoir, c'est très bien. Donc on ne va pas revenir sur les origines de la tragédie. Vous savez toutes et tous que la tragédie est apparue dans le théâtre grec antique, entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et vous savez aussi que la tragédie, à la différence de la comédie, a la particularité, d'une part, de mettre en scène des personnages de rang élevé, des rois, des reines, et d'ailleurs, notre Phèdre est une reine. Et l'autre particularité de la tragédie, c'est de se dénouer très souvent, pour ne pas dire tout le temps, par la mort d'un ou de plusieurs protagonistes. Voilà, je ne vais ma foi pas vous le cacher plus longtemps. Effectivement, notre reine Phèdre meurt à la fin de la pièce. Voilà. Mais bon, que celles et ceux qui n'auraient pas encore lu ou vu la pièce se rassurent, d'autres personnages mourront d'ici la fin de la pièce. Voilà. Mais je ne vous dis pas qui. Voilà. Je ne veux pas vous gâcher le plaisir. Si tant est, bien évidemment, que l'on puisse prendre du plaisir à voir des personnages mourir sur scène, devant les projecteurs, le cœur ouvert tout en couleur. Plaisir qui, selon Aristote, vous le savez, serait de l'ordre de la catharsis. La catharsis, ce processus qui nous permettrait de sublimer nos pulsions. Ainsi, une spectatrice ou un spectateur qui assisterait à une tragédie se verrait ressentir un allègement accompagné de plaisir. Bon, je ne sais pas si cela va fonctionner sur nous, mais à défaut d'allègement, en tout cas, je nous en souhaite beaucoup de plaisir pendant cette 1h40 à venir. Mais pour le moment, n'anticipons pas trop, car au début de la pièce, tout le monde est encore bien vivant. On le voit dans la dramatis personae, la liste des personnages. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Enfin, en l'occurrence de la Grèce. Ils sont tous prêts à entrer dans l'arène, l'arène théâtrale, s'entend. Non, pas tout de suite. Voilà, non, pas tout de suite. Bon. Et puisque, l'action de cette pièce se passe en Grèce antique, eh bien, je vous propose, si vous le voulez bien, un petit voyage spatio-temporel, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps, à destination de la Grèce antique. Tournicoti, tournicoton, je crois bien que nous y sommes.
car je crois deviner, derrière le rideau, hein, vulgairement appelé taps, hein, au théâtre, une fenêtre, hein, oui, on est au théâtre, on est là pour s'imaginer, on est là pour ça, hein, voilà. Alors, derrière la fenêtre, eh bien, tout au fond, la mer, qui s'étend, la mer Égée, hein, on est en Grèce, paysage maritime oblige, de temps en temps, dans le ciel passe une mouette, je suis une mouette, je suis une mouette. Déjà, hein. Et le soleil, Hélios, qui est là et qui brille, hein, Hélios qui, vous le savez, est le grand-père de Phèdre. Et oui, puisque Pasiphae, la mère de Phèdre, est la fille que Persée, une océanide, a eue avec le soleil. Sea, sex and sun. Et oui. Donc, soleil qui de ses rayons hein, pénètre dans cette pièce dans laquelle nous sommes, hein, pièce qui appartient quand même au palais de villégiature, palais de vacances de la famille royale d'Athènes. Hein, palais qui se situe non pas à Athènes, mais où nous sommes dans la province du Péloponnèse, et plus précisément encore ici, dans la ville de Trézène. Ville de Trézène, hein, qui n'est pas zen du tout, hein, parce que ça va mal, hein, ça va très mal à Trézène. Hein. Oui, oui, j'en veux pour preuve le premier dialogue qui ouvre la pièce. Hein. D'ailleurs, on y retrouve, dans ce premier dialogue, assis sur cette table spartiate, deux des principaux hein, protagonistes de la fable, hein, oui, sachant que je vous vois dubitatif là, hein, oui, hein, non, oui, hein, oui, effectivement, vous avez raison. Hein, dans cette pièce, tous les protagonistes sont des protagonistes majeurs, importants, effectivement, oui, oui, oui. Bon, à part peut-être, vous me l'accorderez, hein, les gardes, hein, que, oui, hein, vous savez, Racine ne fait intervenir que dans la dernière scène du dernier acte, hein, où il ne garde d'ailleurs pas grand-chose d'autre que le silence. Hein. Et puis Panope aussi, j'y pense, hein, Panope, un personnage que l'on n'aperçoit que très peu, hein, Panope qui, on peut le lire, nous dit Racine, c'est une femme de la suite de Phèdre. Et effectivement, vous allez voir que Panope, elle n'est pas là souvent, hein, et quand elle est là, eh bien, c'est pour annoncer la mort de l'un hein, ou constater la mort de l'autre. Hein, voilà. Aussi, tiens, si l'on se réfère à l'encyclopédie de Diderot, l'on observera que Panope signifierait celle qui apporte toutes sortes de secours. Et c'est vrai que je me plais à imaginer hein, qu'entre deux scènes de la pièce, eh bien, Panope s'occupe de l'intendance et du ménage. Dans le palais, il y a affaire. Hein. Panope passe la panos. Hein, voilà. Mais non, mis à part les gardes et Panope, on le voit, nous avons là une belle panoplie de figures. Hein. Et parmi elles, nous le disions, hein, nos deux fameux, merci beaucoup, hein, merci, voilà, fameux protagonistes qui sont là et qui discutent. Mais alors, qui sont-ils? Eh bien, il s'agit de Hippolyte et de Théramène. Théramène, c'est le précepteur du jeune prince Hippolyte, hein, c'est celui qui est chargé de son éducation. Et Hippolyte, nous dit Racine, c'est le fils de Thésée. Et oui, mais alors Thésée, qui est-il? Eh bien, Thésée, qui est un autre personnage de la pièce, c'est le mari de Phèdre, c'est le roi d'Athènes, et nous dit Racine, c'est le fils d'Égée. Et oui, mais alors Égée, qui est-il? Eh bien, Égée, Racine ne nous en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que Égée, au moment de la pièce, eh bien, il est mort. Hein, voilà. Alors, bon, on ne va pas revenir hein, sur les circonstances de la mort d'Égée, hein, vous savez toutes et tous, hein, le fameux pacte hein, qui avait été conclu hein, entre Égée et son fils Thésée à propos de la couleur des voiles après avoir tué le Minotaure. Ça n'a pas l'air très clair là, hein, hein. Là-bas non plus peut-être, oui, voilà. Bon, à votre décharge, hein, tout ça s'est passé il y a fort bien longtemps, hein, oui. Et d'ailleurs peut-être, oui, allez, oh, j'y pense, peut-être afin de ne laisser personne sur le carreau, je vous propose peut-être de, allez, très rapidement, brosser avec vous le panorama mythologique et généalogique de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Oui, c'est pas plus mal.
Ça va éclairer notre lecture. Donc si vous le voulez bien, sortons brièvement de la pièce du palais dans laquelle nous sommes. Nous y reviendrons. Hein, et parcourons ensemble quelques-uns des épisodes précédant la pièce, si vous me permettez l'expression. Eh bien, allons-y, ma foi. Premier épisode. Il était une fois Égée. Hein, le fameux Égée qui était le roi d'Athènes et qui, du haut de sa plus haute tour, Égée se désespérait de ne pas avoir d'héritier. Et donc un jour, Égée, dépité, descend sa tour à Colimaçon et il se rend à Trézène retrouver son ami, le roi Pitthée, qui, pour le consoler, l'enivre et le glisse dans les draps de sa fille Étra. Et alors, là, patatras, hein, ils font là, ma foi, ce que font les gens dans ce cas-là. Hein, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, hein, vous connaissez la chanson. Sitôt l'affaire conclue, eh bien, Égée, lui, il s'endort, et Étra s'en va à petits pas sur l'île de Sphaïra, se jeter dans les bras de son amant, le dieu Neptune, dieu des mers et des océans. Alors, doublement honoré cette nuit-là, hein, Étra mettra au monde quelques 9 mois plus tard. Hein, alors oui, nous sommes dans des cycles normaux, hein, même si c'est la mythologie. Hein, un petit garçon qui répond au nom de Thésée. Mais oui, le même Thésée que dans la pièce, hein, vous le voyez. Mais pour le moment, il est quand même sacrément petit. Hein, petit, mais costaud, car soit le fils d'un dieu, Neptune, soit le fils d'un roi, Égée, hein, on le voit, qui que soit son papa, Thésée en a sous le pied. Hein. Alors, Égée, lui, il ne sait rien de tout ça, hein, il dormait. Hein. Après sa joyeuse nuit, hein, il s'en retourne pour Athènes, mais non sans avoir prévenu Étra que si par hasard elle devait mettre au monde, quelques 9 mois plus tard donc, un petit garçon, il fallait qu'elle lui dise, au petit garçon donc, d'aller soulever un gros rocher sous lequel Égée avait dissimulé une épée et des jolies sandales dorées, ce qui prouverait à l'improbable rejeton sa royale ascendance. Alors écoutez, on remet tout ça sous le rocher, hein, et on laisse les années passer. Épisode suivant. Épisode suivant, eh bien, Thésée a grandi, hein, il est devenu, oui, sacrément gaillard, hein, et il veut connaître sa paternité, hein, quoi de plus normal. Alors, dans la cuisine, hein, alors qu'il aide sa mère, hein, à éplucher des scorsonnaires, et oui, on n'avait pas encore découvert la pomme de terre, hein, Thésée ne peut plus taire l'envie de connaître son père. Mère, qui est mon père? Fils, va soulever la pierre. Et alors que d'une main ferme et vigoureuse, il maintient l'imposant caillou, de l'autre, il récupère quoi? Je vous le donne en mille, l'épée et les jolies sandales dorées. Hein. Sans détour, Thésée se part de ses nouveaux atours, et tout pimpant et bien chaussé, il s'en va pour Athènes, dans l'espoir de rencontrer son père. Entre-temps, Égée s'était marié à la plus fameuse magicienne infanticide de la mythologie, qui est... Vous allez m'aider? Oui, Médée, hein, voilà, hein, Médée. Médée qui, non contente d'avoir tué ses propres enfants, va tenter de supprimer celui d'Égée, qui, tout pimpant et bien chaussé, suivait des yeux l'étoile du berger. Hein. En effet, Médée, voyant dans Thésée une menace, va tenter de l'empoisonner. Vous savez que Égée, hein, avait coutume d'offrir une coupe de vin aux visiteurs qui venaient lui rendre visite. Aussi, dans celle qu'il tend
à celui qui s'en vient et qu'il ne sait pas être son fils, Médée va verser un poison. Alors, retenez bien cette phrase, nous la réentendrons plus tard. Un poison que Médée apporta dans Athènes. Et j'étends la coupe empoisonnée à son fils qu'il reconnaît in extremis grâce à, vous l'avez deviné, les paix et les jolies sandales dorées. Alors là, vous imaginez la scène de joie. Hein. Et exulte de joie, il balance la coupe en l'air, hein, coupe qui de sitôt va consumer un parterre de lavataires, hein, et Médée, dépité, s'enfuit vers sa colchide natale. Hein. Colchide dans les prés, c'est la fin de Médée. Hein, voilà. Épisode suivant, eh bien, Thésée est nommé prince d'Athènes hein, par son père Égée, quoi de plus normal, et il mène, ma foi, désormais une vie de prince, c'est-à-dire qu'il s'en va par monts et par veaux, hein, par veaux et par taureaux, puisqu'il s'en va combattre le Minotaure, ce monstre mi-homme, mi-taureau. Hein, et non pas mythomane, hein, je voyais venir là. Hein. Oui, effectivement, oui. Mythoro, hein, né des amours, disons, sauvages, hein, de la belle Pasiphae. Hein, et ma foi, oui, ça arrive, hein, d'un taureau. Hein, oui. Oui, parce que vous savez que c'est Neptune, tout de même, le dieu qui a inspiré à la pauvre Pasiphae cet amour pour un taureau. Hein. Et que c'est Dédale, Dédale, le futur architecte concepteur du labyrinthe dans lequel on ne va pas tarder à s'aventurer, qui a conçu, Dédale, dites-vous, une sordide façon de vache en bois, hein, voilà, montée sur roulette, dont l'intérieur était creux, ce qui permettait à Pasiphae, la pauvre Pasiphae, de délicatement se glisser à l'intérieur pour qu'ensuite le taureau puisse venir et pouvoir... Enfin, vous voyez l'idée, hein? Voilà. Donc, le monstre né de ses amours, hein, le Minotaure, donc, a été placé dans un labyrinthe par Minos, hein, Minos qui est le roi de la Crète. Hein, oui, sans doute agacé, oui, de voir le bovin bambin aller dévorer les parterres de fleurs. Bon, il l'a placé dans le labyrinthe, comme ça il était tranquille. Hein. Minos, hein, qui se trouve être le mari officiel hein, de la belle Pasiphae. Hein. Minos et Pasiphae qui ensemble ont eu 2 filles, on y arrive, l'une c'est Phèdre, hein, et la sœur de Phèdre, certainement le savez-vous, hein, il s'agit d'Ariane, oui, hein, et c'est d'Ariane dans cet épisode que Thésée va tout d'abord s'amouracher, hein, puisque c'est Ariane qui, comme une fusée, va fondre sur Thésée hein, pour lui filer son fil, hein, le fil d'Ariane, donc, un fil qui permettra à Thésée de se repérer dans le labyrinthe, d'aller tuer le Minotaure et d'en sortir, sain et sauf. Hein. Alors, une fois sorti du labyrinthe, hein, Thésée s'emballe un petit peu, dites-vous. Il promet à Ariane, pour la remercier, de l'épouser et de la ramener avec lui sur Athènes. Allez hop là, en voiture Simone. Enfin, plutôt en navire Ariane, hein, puisqu'on est sur les flots. Hein, voilà. Épisode suivant. Est-ce que tout le monde suit, ça va? Oui, oh, très bien, parfait. Alors, épisode suivant. Eh bien, le chemin, ma foi, étant un petit peu long, hein, entre l'île de la Crète et Athènes, hein, voilà, hein, eh bien, nos jeunes tourtereaux font une petite escale en chemin sur une autre île, cette fois-ci au milieu des Cyclades, hein, l'île de Naxos, hein, ah, s'il y a des hellénistes hein, parmi vous, l'île de Nachos. Et donc, au petit matin, hein, un peu goujat, hein, fort peu gentleman, hein, dans un épisode qui lui rend pas tellement hommage, qu'est-ce qu'il fait, Thésée? Il prétexte une tempête au large et il abandonne Ariane seule sur son île. Hein, il l'abandonne là, sans savoir que cet épisode, mais bien des millénaires plus tard, serait l'occasion pour l'Allemand Richard Strauss, en Allemagne, de composer et créer à Stuttgart l'un de ses plus fameux opéras, Ariane à Naxos, où Ariane tombe follement amoureuse de Bacchus. Hein. Voilà, mais nous ne sommes pas encore là. Hein, voilà, effectivement, car revenons à nos moutons, ce qui nous permettra de retomber sur nos pattes. Pour le moment, donc, Thésée rentre sur Athènes avec ses marins, hein, mais sans Ariane. Athènes, où l'attend son père,
Égée qui, lui, scrute l'horizon, hagard, même si là nous sommes au port. Oui, car c'est là, oui, qu'intervient le fameux pacte qui avait été conclu entre Égée et son fils Thésée. Voilà, on raccorde là-haut, voilà, on raccorde. Qui disait qu'en cas de victoire contre le Minotaure, les voiles des bateaux de retour seraient blanches. Mais voilà, Thésée, qui a rien à se reprocher, a certainement dû oublier de changer la couleur des voiles. Et donc on imagine quoi? Je disais, on imagine Égée qui scrute l'horizon et qui, voyant arriver le signe funeste, les voiles noires de désespoir se précipite dans la mer. Mer qui, depuis lors, porte son nom, la mer Égée. Et vous remarquez au passage que pour Thésée, Égée est désormais à la fois le nom du père et de la mère. Épisode suivant. Eh bien, Thésée est nommé roi d'Athènes, à la place de son père Égée, et il décide justement de prendre des décisions de monarque, d'aller combattre les Palantides, cette branche ennemie de la famille. Alors, bon, c'était des géants, donc c'était plutôt ça, effectivement. Il va, si vous voulez, littéralement couper toute la branche pourrie de l'arbre généalogique familial. Il va tout couper, tout sauf un petit fruit qu'il va cueillir de l'arbre et qu'il va garder en vie, qui est la petite Aricie. Aricie, fille de Palante, qu'il va garder captive, tout de même prisonnière, dans la plus haute tour de son palais, où feu son papa se désespérait de ne pas avoir d'héritier. Même tour. Alors retenez bien son nom à Aricie, parce que vous le savez certainement, elle interviendra plus tard dans la pièce. Épisode suivant, eh bien, Thésée enlève et épouse Antiope, Antiope qui dans certaines versions est la reine des Amazones, et Antiope qui, vous le savez, dans la mythologie contemporaine, c'est la tante adoptive de Wonder Woman. Mais oui, c'est elle qui l'entraîne au combat et qui, au moment de mourir, lui remet son fameux diadème qui permettra à la merveilleuse femme de combattre les forces du mal, aux côtés de super-homme et de l'homme chauve-souris. Voilà. Mais nous n'en sommes pas encore là, pour le moment, effectivement, car pour le moment, Thésée et Antiope ensemble ont un fils, eh bien, un fils qui est là, qui nous attend. Il s'agit de Hippolyte. Effectivement, on le laisse patienter un peu, on arrive, on se dépêche. Là-dessus, eh bien, Antiope meurt dans des circonstances absolument sordides, je passe là-dessus, et en deuxième noce, Thésée épouse qui? On y arrive, il épouse Phèdre, voilà. Thésée et Phèdre qui se marient, ce qui fait, vous le comprenez, de Phèdre, la belle-mère d'Hippolyte, effectivement. Thésée et Phèdre qui, d'ailleurs, de leur côté, ont aussi 2 enfants. Alors bon, je vais vous dire leurs noms, mais en même temps, oubliez-les tout de suite, parce qu'ils sont simplement évoqués dans la pièce, ils n'apparaissent pas. Bon, il s'agit de Acamas et Démophon. On a le nom qu'on peut, Acamas et Démophon. Laissons-les jouer au fond du couloir, dans leur chambre. Ils jouent au Lego. Oui, car vous le savez, pour nos chères petites têtes blondes, le temps des rires et des chants est bientôt révolu. Épisode suivant, et je crois bien qu'on arrive gentiment au dernier épisode, oui, avant notre pièce, le moment où Thésée, Thésée désormais le roi d'Athènes, est parti en Épire pour les pires mois de sa vie. Il y va faire une catabase, voilà, c'est-à-dire une descente aux enfers. Voilà. Voilà, comme Orphée a fait une descente aux enfers. Thésée y a été aux côtés de son ami Pirithous. Ils se sont mis à l'idée, les deux, dites-vous, d'aller kidnapper Perséphone, la femme du dieu Hadès. Alors bon, rien que ça. Mais bon, on va pas revenir sur les infernales péripéties de nos 2 larrons aux enfers, où vous savez toutes et tous que Thésée se retrouvera collé sur des chaises de l'oubli par Hadès lui-même. Et là, il oublie. Là-dessus, Hercule, tout de même, Héraclès, qui arrive et qui vient arracher Thésée de ses fauteuils. Thésée qui, dans l'opération d'ailleurs, y perdra une partie de son postérieur.
Ce qui, d'après le scoliaste d'Aristophane, expliquerait pourquoi les descendants de Thésée, les Athéniens donc, ont aujourd'hui les fesses qui sont un petit peu plates. Voilà, mais retenez pas ça. Non, c'était une question. Voilà, non. Ce qu'il vous faut retenir, et ça c'est très important, c'est que juste avant de partir en Épire, Thésée a confié sa captive, Aricie, qu'il a sortie de sa tour, ainsi que Phèdre, son épouse, qu'il a sortie de la bibliothèque, à son fils Hippolyte, qui habite Trézène dans le palais dans lequel nous nous situons bien maintenant, ce qui nous fait bien dire que nous sommes revenus au temps présent. Donc voilà pour le petit panorama mythologique et généalogique qui se clôt ici. Alors, j'espère maintenant que tout le monde est bien installé, parce que la pièce va pas tarder à commencer. Je le disais, acte 1, premier acte, la mer est calme, le soleil Hélios brille. Hippolyte, qui est assis ici, commence la pièce par ces mots. Le dessein l'en est pris, je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Alors voilà quelque chose, On vient à peine de commencer la pièce et lui, il veut déjà partir. Mais pourquoi? Est-ce qu'on sent mauvais? Non, on ne sent pas mauvais. Hippolyte nous le dit, il veut aller retrouver son papa qui, selon la rumeur, vous l'avez entendu comme moi, est parti aux enfers, est parti en Épire. Alors là-dessus, Théramène lui répond, en gros, je paraphrase un peu, m'en voulez pas, mais enfin, mais pourquoi t'inquiéter? Alors oui, il a une barbe, Théramène, parce qu'il est vieux, voilà. Dans la mise en scène de Phèdre par Jean Vilar, Théramène était à l'époque joué par Jean Vilar. Et tous les soirs, on lui collait comme ça un très joli collier de barbe en nylon. Mais enfin, qui sait, moi j'étais jusqu'à la porte des enfers, j'ai frappé, j'ai pas trouvé, personne n'a répondu. Et puis qui sait, s'il faut, on connaît le bonhomme, il est en train de s'acoquiner avec une demoiselle, laissons-le tranquille. Enfin, non, le cherche. Alors oui, il a une petite mèche, Hippolyte, voilà, parce qu'il est jeune. Dans la même mise en scène de Phèdre par Jean Vilar, Hippolyte était à l'époque joué par Michel Piccoli, qui avait encore quelques cheveux, qu'il pouvait coiffer en houppette. Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Enfin, mais pourquoi tu veux partir? T'as toujours préféré la campagne à la ville. Il n'y a pas lieu de... Cet heureux temps n'est plus, tout a changé de face depuis que sur ces bords, les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphae. Qu'est-ce que c'est, ça? La fille de Minos et de Pasiphae. Il s'agit de Phèdre, bien sûr, mais il s'agit aussi, dites-vous, d'un alexandrin que d'aucuns considèrent comme le plus bel alexandrin de la littérature classique. Considération qui avait le don de prodigieusement agacer Marcel Proust. Mais nous n'allons pas revenir sur cet épisode qui nous ferait perdre un temps que Marcel Proust, vous le savez, a mis une vie entière à retrouver. De la même façon, si vous le voulez bien, ne nous arrêtons pas sur les alexandrins, qui sont des vers français écrits, on l'entend bien, de façon à rimer de par deux que Racine alterne avec tantôt deux rimes féminines, tantôt masculines, écrites de façon à ce que chacun soit, et en toute saison, de deux hémistiches ici de 6 syllabes, qu'une césure rend, et dodécasyllabes de 12 syllabes, afin d'être bien clair, comme dans cet exemple ici, qui est en vers.
Concernant les alexandrins, rappelons simplement qu'il y a, vous le savez, nombre de règles très précises à respecter pour les bien dire, ces alexandrins, hein, comme par exemple de devoir prononcer systématiquement, voyez, les 12 syllabes qui les composent. Hein, ou autre règle de ne jamais prononcer le E qui termine une rime féminine. Hein. Ah oui, mais tiens, qu'est-ce que c'est qu'une rime féminine, hein? C'est une rime qui se termine par un voilà. C'est bête comme chou. Hein. Enfin, plutôt bête comme code de bête, hein, puisqu'on est dans des rimes féminines. Hein, voilà. Après, vous avez les rimes masculines. Alors, quelles sont-elles, les rimes masculines? Les et toutes les autres. Hein, voilà. Comme, par exemple, rime masculine, je prends garçon, rime avec hameçon. Hein, garçon, hameçon, rime masculine. Hein. Bon, je peux en trouver d'autres. Hein, si je pense à Robert, rime avec... Quelqu'un veut essayer? Oui, oui. Vous avez dit Robert et vert, exactement. Très bien, on est dans les couleurs, j'aime beaucoup. Hein, ou la terre, hein, qui sait. Voilà. De rime est déjà tout un poème, vous voyez, hein, effectivement. Hein. Alors bon, concernant l'alexandrin, rappelons juste encore hein, qu'il apparaît sous sa forme épique. Hein. Aïe, ça c'est pour que vous en rappeliez. Hein, bon, au XIIe siècle. C'est ensuite qu'il est assez rare jusqu'au XVIe siècle qu'il s'impose comme le vers cardinal sous Richelieu. Hein, au XVIIe siècle, lorsque sous sa forme classique, c'est-à-dire en 2 hémistiches de 6 syllabes, il est adopté par le théâtre. Hein. C'est ainsi que, dès lors, on le retrouve employé par Molière, bien sûr, par Corneille. Corneille. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse, ennemi. Oh, vous voulez faire la suite, un cœur, là? Vous avez l'air de connaître, n'hésitez pas. Hein. Bon, et puis tiens, en attendant, de la Corneille, passons au corbeau, hein, ou plutôt à Maître Renard, qui le regarde et qui lui dit dans la fameuse fable de Jean de La Fontaine, « Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » 2 alexandrins pour le prix d'un, hein, c'est déjà les soldes, hein, effectivement. Alors il faudra attendre le 19e siècle pour que Victor Hugo hein, déstructure l'alexandrin en 3 mesures de 4 syllabes chacune. Hein. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin, hein, nous dit le poète. Hein. Ouvrant la voie à des déstructurations encore plus complexes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le théâtre contemporain, on voit des formes comme « oula »,« déjà »,« oh, j'ai pas vu le temps passer ». « oula, mince alors, bon, je vais abréger ». Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, hein. Mais cela étant dit, allez, assez parlé de l'alexandrin où l'amour danse au fond des draps. Ce soir, j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid. Et oui, hein, des alexandrins en Alexandrie, Alexandra. Hein. Non, mais sur ce, je clôt ce chapitre. Hein. Et revenons s'il vous plaît à notre situation où Hippolyte nous le dit, à Trézène, tout a changé de face depuis que Phèdre est dans la place. Hein. Alors, là-dessus, Théramène lui répond, hein, en gros, hein, mais enfin, pourquoi t'inquiéter? C'est vrai que ta belle-mère est pas très sympa avec toi depuis quelque temps, mais depuis quelque temps aussi, elle ne songe qu'à mourir, elle fait joujou avec ses poisons dans ses appartements. Hein. Laissons-la tranquille, il n'y a pas lieu de... Hippolyte, en partant, fuit une autre ennemie, je fuis... Je l'avouerai, cette jeune Aricie. Que vient faire Aricie ici? Eh bien, peut-être l'avez-vous deviné, ou le savez-vous, il se trouve que Hippolyte en est amoureux. Mais il aime d'un amour, rappelez-vous, interdit par son père Thésée. Car rappelez-vous, Aricie, hein, c'est la fille de Palante. Hein. Hippolyte ne peut pas y toucher, hein, il n'a pas le droit de croquer dans le fruit. Hein, c'est défendu. Et alors que se joue ce premier aveu, eh bien de ce côté-ci, hein, admettons, entre un personnage central dans la pièce, entre Énone, qui est la confidente et la nourrice de Phèdre. Alors elle entre, hein.
Peu cher Seigneur, quel trouble au mien peut être égal. La reine touche presque à son terme fatal. Oui, alors moi je l'imagine un peu du sud, hein. Peut-être parce que ma grand-mère qui était de Marseille s'appelait Léone. En vain à l'observer, jour et nuit je m'attache. Elle meurt dans mes bras de mal qu'elle me cache. Un désordre éternel règne dans son esprit. Son chagrin inquiet l'arrache de son lit. Elle veut voir le jour, et sa douleur profonde m'ordonne toutefois d'écarter tout le monde. Elle vient. Alors là, elle chasse Hippolyte et Théramène, hein, sans qu'ils comprennent trop pourquoi. Lorsque de l'autre côté, alors là, royale et majestueuse, hein, mais fatiguée, hein, entre la reine, entre Phèdre. Oui, alors elle a une couronne, hein, parce que c'est la reine. Hein. Hein? Ah non, elle dit pas, sinon ça rajoute un pied à l'alexandrin. Alors non, ça fait plutôt... N'allons point plus avant. Demeurons, cher Énone. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas! Et là, vous voyez, elle s'effondre. Hein. Mais alors bon, comme s'effondrent les reines, hein, avec une façon d'élégance, hein, tout de même. Et elle continue. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent, quelle importune main, n'en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tiens, c'est vrai ça. Quelle main, hein, s'y assembler les cheveux de Phèdre sur son front de reine. Mais c'est Racine, c'est l'auteur, car on entend là, dites-vous. Et quelle modernité! Le personnage Phèdre s'adressait directement à son auteur, à la volonté duquel elle se sait soumise en tant que personnage. Et elle lui dit, comme elle nous dit, « Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. » Bon, ça va pas pour Phèdre, hein. Avec un alexandrin pareil, on ne sait pas ce qui va pas, mais ça va pas, hein. Alors, Énone qui est à côté, qui comme nous aimerait savoir, elle lui demande, hein, mais enfin quand même, madame, vous, petite fille du soleil, quand même, oh, rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours, voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours? À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter? De quel droit sur vous-même osez-vous attenter? Vous offensez les dieux, auteurs de votre vie. Vous trahissez l'époux, à qui la foi vous lie. Vous trahissez enfin vos enfants malheureux que vous précipitez sous un joug rigoureux. Songez qu'un même jour leur ravira leur mère et rendra l'espérance au fils de l'étrangère, à ce fier ennemi de vous, de votre sang, ce fils qu'une Amazone a porté dans son flanc, cet Hippolyte et la Phèdre soudain. Oh, Dieu! Énone qui ne comprend pas quelle mouche l'a piqué. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Ce reproche vous touche, malheureuse. Quel nom m'est sorti de ta bouche? Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est, ça? Quel nom m'est sorti de ta bouche? Ça, c'est tout le génie de Racine. Une des règles de l'alexandrin, que nous n'avons pas encore vues, hein, rassurez-vous, m'oblige à faire toutes les liaisons possibles au sein même de l'alexandrin. Hein, les liaisons, vous voyez ce que c'est, hein? C'est ce procédé qui, dans la langue française, me permet de relier, entre autres, hein, la dernière lettre du déterminant avec la première du nom qui le suit. Hein, comme quand je dis les oreilles. Hein. Je ne dis pas les oreilles. Hein, sinon, je leur fais un petit peu mal. Eh bien, là, c'est pareil. C'est ainsi que j'entends Phèdre
demander à Énone, malheureuse, quel nom m'est sorti de ta bouche. Quel nom est sorti de ta bouche. Oui, le prodige racinien de la liaison en M. 2 siècles avant Freud. Hein. Alors, on le comprend. Avec ce nom d'Hippolyte, il semble y avoir anguille sous roche. Hein. Alors, Énone, oui, bon, c'est vrai que Hippolyte, c'est le fils d'une Amazone, c'est le fils de Thésée, c'est lui qui doit régner sur Athènes à la place d'Ophiston, hein, à Kamasudéophon, hein, mais quand même, de là à vouloir mourir vous-même, non mais peu chère bonne mère, oh. Et là, dites-vous, Énone a un soupçon. Dites-moi, vos mains, elles n'auraient pas un peu trempé dans le sang innocent, je veux dire vos enfants là, ils n'auriez pas un petit peu tué, parce que ça s'est déjà vu à Athènes, hein? Grâce au ciel, mes mains ne sont point criminelles, plutôt Dieu que mon cœur fut innocent comme elle. Ah, on dirait que le cœur est coupable. Énone. Mais encore, je t'en ai dit assez, épargne-moi le reste. Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. Vous mourrez, dites donc, vous avez de mal, vous d'abord levez là, ensuite l'automne. Oui, ma grand-mère adorait Bourville. Quel fruit t'espères-tu de tant de violence? Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Moi, frémir d'horreur, hein, non mais peu cher, j'en ai vu d'autres. Hein, oh. Tu le veux? Lève-toi. Alors là, Énone, toute penaude, hein, elle se lève. Ne bougez pas, je m'en occupe. Hein. Non, mais j'ai l'habitude. Hein. Parlez, je vous écoute. Ciel, que lui vais-je dire et par où commencer? Mais peut-être par le début, vous croyez pas, hein? Oh, haine de Vénus, aux fatales colères, dans quels égarements l'amour jeta ma mère! Non mais attendez, quand je disais le début, je ne disais pas de remonter jusqu'à votre mère, hein, là, parce que là, Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissés. Les bords, elle fait référence à quoi? À l'île de Naxos, rappelez-vous, où Thésée a abandonné Ariane, sa sœur. Oui, bon, on les connaît, toutes ces histoires, on les a entendues tout à l'heure. Madame, venez-en au fait, aimez-vous. De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui tu vas ouïr le comble des horreurs? J'aime. Ah, ce nom fatal, je tremble. Je frissonne. J'aime. Et qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé, Hippolyte grand Dieu! C'est toi qui l'as nommé. Et alors là, vous le voyez, c'est la catastrophe, hein, du grec catastrophe, hein, qui veut dire le renversement, le bouleversement, car vous l'avez compris, nous sommes ici au cœur du noyau, du centre, de l'épicentre, hein, de notre tragédie. Car effectivement, rappelez-vous, si Phèdre n'est pas la mère biologique d'Hippolyte, c'est sa mère par mariage, c'est sa belle-mère. Et donc cet amour qu'elle est en train d'avouer pour Hippolyte reste un amour, comme le chantera plus tard Barbara, de la désespérance. Vous connaissez la chanson, hein, les amours les plus belles amours sont les amours incestueuses. Alors plus belle peut-être, mais quand même néanmoins formellement interdite. Oh, hein? Alors là-dessus, Phèdre s'explique, hein, elle nous dit « À peine, au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis. Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus.
Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. Ah tiens, que vient faire Vénus dans cette galère, comme dirait Molière, hein? Vénus, hein, qui avant d'être une marque de rasoir, vous le savez, est quand même la déesse de l'amour, hein, celle qui nous a fait graver I love you Michel, hein, dans les toilettes du lycée, hein, du gymnase, on s'en rappelle. Hein. Mais que vient faire Vénus dans cette galère? Eh bien, peut-être savez-vous que Vénus, la déesse, a une dent contre Phèdre et tous ses aïeux depuis que Hélios, le soleil, le grand-père de Phèdre, a surpris de ses rayons Vénus et Mars en train de s'acoquiner dans un buisson. Hein. Et depuis ce temps-là, eh bien, Vénus a maudit tout le monde dans la famille, y compris Phèdre, dans le cœur de qui elle a instillé cet amour coupable, cet amour incestueux. Et donc, victime de la colère de la déesse, Phèdre s'explique à ce moment-là de la pièce. Vous voyez, elle raconte mais toutes les stratégies qu'elle a dû mettre en place afin d'éviter son beau-fils Hippolyte pour ne pas le croiser. Elle a été, dites-vous, jusqu'à le faire bannir d'Athènes pour Trézène. Mais, nous dit-elle, mais, vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais, en mourant, prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Ces allitérations en air, hein, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Là-dessus, Phèdre veut mourir, hein, lorsque, de ce côté-ci, hein, on ne l'attendait pas maintenant, entre qui? Entre Panope. Voilà! Thésée est mort! Et là, il n'en faut pas plus à Énone pour avoir une idée. Et vous allez voir que dans cette pièce, quand il s'agit de sauver Phèdre, elle en a beaucoup des idées. Hein. Certaines pas piquer des vers. Enfin, des alexandrines. Hein. Attendez, madame, ne mourrez pas tout de suite. J'ai une idée. Bon, écoutez, votre mari, Thésée, il est mort. Il est peu cher, mais ça arrive, ça. Hein, des maris qui meurent, ça, on va s'en retrouver à l'appel. Je vous amène sur la Canebière à Marseille et dans la Toque, là-bas. Hein. C'est plus belle la vie, là-bas. Écoutez, non. Ce qu'il faut, c'est que vous restiez en vie afin que votre fils, Démophon, c'est l'aîné, devienne roi. Bon, la mort de Thésée rend votre amour pour Hippolyte, oh bonne mère. Un peu moins coupable, mais unissez vos forces à Hippolyte pour contrer Aricie. Et c'est sur Aricie que Énone fait ici rimer avec ennemi que se termine ce premier acte. Début du deuxième acte, donc. Nous sommes toujours dans la même pièce du palais de Trézène. La règle des 3 unités du théâtre classique oblige, hein, vous les connaissez, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Hein. Aucun vent léger ne semble encore s'être levé sur la mer Égée, hein, toujours calme. Le soleil Hélios, lui, a continué sa course. Il est maintenant à son zénith, à son plus haut point. Et il éclaire toujours cette pièce dans laquelle nous sommes devant cette table si modeste qu'elle nous fait oublier à quel point le père d'Hippolyte est Thésée. Hein. Assis sur cette table, 2 personnages que nous n'avons pas encore rencontrés, à savoir Ismène qui est là et Aricie qui est ici. Hein. Alors, qui sont-elles? Eh bien, Ismène, nous dit Racine, hein, c'est la confidente
d'Aricie. Et Aricie, vous vous en rappelez, hein, c'est la fille de Palante, la captive de Thésée. Acte 2, deuxième acte. Ismène, en sa qualité de confidente, confie à Aricie qu'Hippolyte ne va pas tarder à venir lui faire une visite. Et elle lui confie aussi, hein, on l'a compris, c'est son métier, hein, qu'elle a deviné qu'Hippolyte serait secrètement amoureux d'elle. Hein. Alors voilà, elle l'a dit, hein, maintenant c'est plus un secret, tout le monde est au courant. Hein. Là-dessus, Aricie, elle est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que si Hippolyte est amoureux d'elle, Aricie, aussi. Alors pour une fois, ça a l'air de bien se passer. On va peut-être les marier dans l'année, les deux. Hein, qui sait, bouquet de la mariée et tout, ce serait beau. Hein. Mais non, hein, parce que nous sommes dans une tragédie. Désolé. Alors là-dessus, entre Hippolyte, hein, voilà. Pardon, Ismène, hop. Et il propose à Aricie, maintenant que son père Thésée est annoncé mort, de régner sur Athènes, de régner sur l'Attique, et de fil en aiguille, sans même avoir prémédité son coup. Il en arrive à faire, Aricie, mais alors là, une très élégante déclaration d'amour. Mais une déclaration d'amour soudainement interrompue par l'arrivée de ce côté-ci du vieux Théramène. Ah oui. Alors, il est essoufflé, hein, parce qu'il est vieux. Seigneur, la reine vous cherche. Et là, que répond Hippolyte? Le génie de Racine. Hippolyte qui est là, il entend ça, il répond quoi? Il répond... Moi? 3 lettres suffisent. Il ne dit que 3 lettres. Et nous, spectateurs, spectatrices, qu'est-ce que l'on entend? On entend toute la détresse du jeune homme qui est là et qui croit que sa belle-mère vient le persécuter encore une fois. Alors, Aricie, hein, qui est ici, hein, qui est une fille, mais alors dites-vous vraiment impeccable. Hein, oui. Elle croit quoi, elle? Elle croit que Phèdre vient pleurer la mort de son époux Thésée auprès de son beau-fils Hippolyte. Alors, elle lui pose la main droite, voilà, sur l'épaule gauche, comme ça, et elle lui dit: vous devez à ces pleurs quelque ombre de pitié. Et vous avez vu, hein, le garçon qui était comme ça, il est soulagé. Hein. Là-dessus, Aricie sort, suivi de Ismène et de Théramène. Lorsque, de l'autre côté, toujours royale et majestueuse, entre la reine, entre Phèdre. Suivi de Hénone, hein, qui très discrètement essaie de se mettre à l'écart pour tout écouter. Je fais tomber les clés. Il va falloir que j'aille les ramasser. Je suis caché, hein? Alors là-dessus, Phèdre s'avance, elle aperçoit Hippolyte. Le voici. Vers mon cœur, tout mon sang se retire. J'oublie en le voyant ce que je viens lui dire, Hénone. Ah non, mais je suis caché là et vous ne pouvez pas me parler. Hein. Écoutez, pensez à ce qu'on a dit, pensez à votre fils, pensez à Démophon. Oui, Démophon. Et oui, mais c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, héros. Hein. Alors, Phèdre continue à s'avancer, elle commence à briser la glace qui vient entre Hippolyte, elle lui dit, bon, ben, en gros, hein, oui, c'est vrai que j'ai pas été très sympa avec vous depuis quelque temps, hein, c'est vrai que je vous persécute un peu, osons le mot. Là-dessus, Hippolyte lui répond, hein, non, mais je comprends, c'est pas facile, elle apprécie le fils d'un premier mariage à sa juste valeur, et puis peut-être, rassurez-vous, il va jusqu'à la rassurer en lui disant, rassurez-vous, peut-être Thésée n'est-il pas mort? Ça devient un peu compliqué pour Phèdre, hein? Non, il n'est pas mort, puisque je crois le voir dans vos yeux. Voilà, il y a un petit malaise dans la scène, hein, il y a un petit blanc, hein, plus personne ne parle. Au bout d'un moment, dans le silence, Hippolyte, il tente
Une pirouette? Hein? Ah oui, je vois que vous l'aimez beaucoup, hein, Thésée. Mon père, papa, votre époux, hein? Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Et là, qu'est-ce qu'on entend? On entend. Qu'est-ce que c'est? C'est Énone sous la table qui bé, du verbe bé, avoir la bouche bée. Et croyez-moi, elle n'est pas au bout de ses peines, puisque Phèdre continue. Il avait votre port, vos yeux, votre langage. Cette noble pudeur colorait son visage. Et là, dites-vous que Phèdre commence à délirer un peu, je me permets, parce qu'effectivement, elle demande à Hippolyte pourquoi n'était-il pas aux côtés de son père, Thésée, lors de ses premières batailles. Mais parce qu'il était bébé, Hippolyte, il ne pouvait pas. Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite, pour en développer l'embarras incertain. Ma sœur, du fil fatal eût armé votre main. Mais non, dans ce dessein, je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Et là, qu'est-ce qu'on entend? C'est Énone qui, de stupeur sous la table, a voulu se relever. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, au labyrinthe, avec vous descendu, se serait avec vous retrouvé. Ou perdu. Alors là, le pauvre Hippolyte, qui avait jusqu'ici réussi à cacher ses méchants tics qu'il occupait depuis son adolescence, n'arrive plus à dissimuler ses spasmes. Mais le pauvre garçon, il est comme ça. Adieu, qu'est-ce que je retourne, madame? Oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux. Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire? Alors là, le pauvre Hippolyte qui se sent un peu couillon. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai cru que vous me faisiez du grain. Et là, dites-vous, dans un des plus beaux passages de la pièce, mais alors là, véritablement, hein, Phèdre va tout avouer. Ah, cruel, tu m'as trop entendu, je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente, à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance, elle nourrit le poison, objet infortuné des vengeances célestes. Je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Que dis-je, cet aveu que je te viens de faire?
Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire? Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour, digne fils du héros qui t'a donné le jour. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite, la veuve de Thésée, ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper. Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. Donne! Et alors que Phèdre s'empare de l'épée d'Hippolyte pour essayer de se tuer, heureusement, Énone, qui était en dessous et qui a tout vu et tout entendu, parce qu'elle était quand même assez mal cachée, elle est là et... Madame, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez. Elle va vers la fenêtre, elle jette l'épée par la fenêtre, l'épée qui fait des tours et qui, mon Dieu, passe juste au-dessus de Panope qui ratissait des feuilles dans la cour. Et là, elle voit, oh, madame, je vois que des gens arrivent, fuyons, une honte certaine. Elle se précipite sur la reine, elle attrape la reine par le col, et elles sortent toutes les deux. Lorsqu'au même moment, de ce côté-ci, ils ont certainement dû se croiser, entre qui? Entre le vieux Théramène. Alors, il est encore plus essoufflé, parce qu'il vient du port qui est quand même à 4 ou 5 kilomètres. Seigneur, 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 Thésée est peut-être encore vivant. Et c'est sur cette annonce que Thésée, le roi, est en fait peut-être encore vivant, que se termine ce deuxième acte. Deuxième acte qui, on le voit, respecte bien ici l'une des deux émotions spécifiques de la tragédie, qui, vous le savez, selon Aristote, sont la pitié et la frayeur et la peur. Puisque là, nous sommes pris de frayeur, de peur, on se demande, mais que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer, Et il va se passer déjà le début de l'acte 3. Acte 3, mes amis. Règle des 3 unités, etc., je n'y reviens pas, on est toujours dans la même pièce. Désormais, un vent léger semble s'être levé sur la mer Égée. Le soleil Hélios a continué sa course et ses rayons, maintenant un petit peu plus biaisés, dessinent sur le visage de Phèdre quelques ombres. Phèdre qui se tient là, au début de l'acte 3, qui à l'acte précédent, vous l'avez vu, s'est quand même pris un vent. Mais bon, amoureuse, elle veut croire que tout n'est pas perdu, alors elle fait les 100 pas. 1, 2, 3... Acte 3. Nourri dans les forêts, il en a la rudesse. Hippolyte, endurci par de sauvages lois, entend parler d'amour pour la première fois. Peut-être sa surprise a causé son silence et nos plaintes, peut-être, ont trop de violence. Alors là-dessus, Énone, qui, comme font les amis dans ce cas-là, quand on délire d'amour, essaie de la raisonner, elle lui dit « Mais madame, mais écoutez-moi, dites-vous que votre Hippolyte, là, c'est le fils d'une Amazone, c'est le fils d'une barbare. Et alors, est-ce que les barbares n'aiment pas ? Les barbares ont un cœur, non, aussi? Ils ont peut-être un cœur. Maintenant, votre Hippolyte, il a pour tout le sexe une haine fatale. Alors là, Phèdre l'a fait taire. Enfin, tous tes conseils ne sont plus de saison. Serre ma fureur, et non point ma raison. Et là, on l'entend. Phèdre est dans la passion pure. Elle a perdu toute raison, si bien que pour arriver à ses fins, dites-vous, elle va demander à Énone d'aller retrouver Hippolyte et de le séduire en lui promettant le trône. Alors là-dessus, Énone s'exécute. Peu cher, d'habitude c'est moi qui ai les idées ici. Elle s'apprête à sortir lorsque... Alors là, c'est le pompon sur la Garonne.
Il faut de vain amour étouffer la pensée, madame, rappelez votre vertu passée. Le roi qu'on a cru mort va paraître à vos yeux. Thésée est arrivé, Thésée est en ces lieux. Et là, pour vous dire, mes amis, le génie de Racine, c'est Alexandrin que l'on vient d'entendre. Le roi qu'on a cru mort va paraître à vos yeux. Et l'Alexandrin numéro 827 précisément, dans une pièce qui comporte en tout 1654 vers. Autrement dit, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore fait le calcul, cette annonce du retour du roi, qui est un moment absolument central dans la dramaturgie de toute la pièce, arrive dans ce bijou d'horlogerie qu'est Phèdre de Jean Racine, à l'exact milieu de la pièce. Au milieu pile de la pièce, tout bascule, le roi n'est pas mort. Vive le roi! Alors vous imaginez l'ambiance là-dessus. Hein. Une nouvelle fois, Phèdre veut mourir. Hein. C'est quand même la 3e fois depuis le début de la pièce. Hein. Lorsque Œnone a une nouvelle idée, attendez, madame, ne mourrez pas tout de suite. J'ai une nouvelle idée. Bon, écoutez-moi. Il faut prendre les devants. Il faut prétendre que c'est Hippolyte qui vous aime d'un amour incestueux. Vous voyez, parfois les conseils des nonnes, hein, c'est un peu limite. Hein. Et oui, puisque Œnone, comme Machiavel, est de celles et ceux qui croient que la fin justifie les moyens. Or là, de moyens, Phèdre, elle n'en a plus, puisqu'elle est au bout du rouleau, au bout du scotch, au bout du rouleau de scotch, si vous me permettez l'expression. Oui, puisqu'elle est là, et elle dit... Fais ce que tu voudras, je m'abandonne à toi. Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi. Lorsque, au même moment, de ce côté-ci, entre le jeune Hippolyte. Suivi de Théramène. Et de l'autre côté, il était annoncé, le voici, tout guiré d'être revenu des enfers, entre le roi, entre Thésée. Back from hell! Yeah! Non, s'écrit-il en substance, hein? Voilà, en substance. La peau tannée hein, par les flammes de l'enfer. Hein? Et là, il voit son épouse et il dit « La fortune à mes voeux cesse d'être opposée, madame, et dans vos bras naît... » Que se passe-t-il? C'est Phèdre, dites-vous, qui d'un trait s'est levé, se précipite sur son époux. Taisez-vous, taisez-vous. Vous êtes offensé, je ne dois désormais songer qu'à me cacher. Et elle sort. Alors Thésée, vous le voyez, hein, ça lui coupe la chic, hein, il est là. Et là, il voit son fils, Hippolyte. Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père? Mon fils, Hippolyte. Glacial. Phèdre peut seul expliquer ce mystère. Et là, pour ne pas dire à son père tout ce qui s'est passé avec Phèdre tout à l'heure, il commence à le baratiner en lui disant, en gros, hein, oui, vous, Thésée, vous avez toujours tout réussi, alors que moi, votre fils Hippolyte, je n'ai encore rien fait. Alors pour me venger, je veux aller combattre les monstres et les minotaures que vous n'avez pas encore combattus. Donc voilà, j'y vais. Mais Thésée, il n'y comprend rien, il est là, mais oh, mais enfin, je reviens des enfers, ça m'a coûté la peau du... Et voilà comment je suis reçu. Tout fuit, tout se refuse à mes embrassements. Et moi-même éprouvant la terreur que j'inspire, je voudrais être encore dans les prisons des pires. Parlez, Phèdre se plaint que je suis outragé. Qui m'a trahi? Pourquoi ne suis-je pas vengé? La Grèce, à qui mon bras fut tant de fois utile, a-t-elle aux criminels accordé quelque asile? Vous n'avez pas les points? Mon fils
Mon propre fils est-il d'intelligence avec mes ennemis? Entrons, c'est trop garder un doute qui m'accable. Connaissons à la fois le crime et le coupable. Que Phèdre explique enfin le trouble. Où je la vois. Et il sort. Il sort où il entre, ça dépend du point de vue. Il sort de scène où il entre dans les appartements de Phèdre. On peut choisir. En tout cas, le résultat sur le pauvre Hippolyte est le même. Le pauvre garçon, il est à nouveau comme ça. Bon, il essaie un peu de se ressaisir quand même face à vous. Mais l'innocence, enfin, n'a rien à redouter. Allons, cherchons ailleurs par quelle heureuse adresse je pourrais de mon père émouvoir la tendresse. Et il sort, suivi de, on l'avait oublié, mais il était toujours là, hein, Théramène. Oh, oh, ça chauffe, hein, ça chauffe. Ce qui termine l'acte 3. Acte 4, mes amis, la tension monte et c'est pas fini. Au début de l'acte 4, nous sommes toujours dans la même pièce. Désormais, un vent un peu plus fort semble s'être levé sur la mer Égée. Le soleil Hélios a continué sa course et ses rayons maintenant presque orangés dessinent sur le sol l'ombre de Énone qui se tient là et celle de Thésée qui s'entretient avec elle. Acte 4. Quatrième acte. Énone déroule son mensonge. Elle dit à Thésée que, écoutez-moi, votre fils là, Hippolyte, il est amoureux de la reine. Et pour noircir encore plus le tableau, elle dit à Thésée, attendez, j'ai pas fini, j'en ai encore un peu. Votre fils, oui, toujours Hippolyte, il a même essayé de tuer la reine. Je dis ça, je dis rien, hein. Et pour preuve, elle lui montre l'épée, souvenez-vous qu'elle avait jetée par la fenêtre à l'acte 2, mais que, en catimini, elle était allée chercher dans la poubelle, hein, où Panope l'avait jetée, en croyant qu'elle était bonne pour la ferraille. Hein. Bon, elle lui montre cette épée, Thésée la voit, la reconnaît, l'épée de son fils, et là, il est dévasté. Ah! Qu'est-ce que j'entends, un traître! Un téméraire préparer cet outrage à l'honneur de son père. Et là, maintenant qu'il a ce soupçon en tête, il commence à se redérouler la scène précédente avec son fils à ses yeux. Le perfide, il n'a pu s'empêcher de pâlir, de crainte, en m'abordant, je l'ai vu tressaillir. Et là, maintenant que le ver est dans la pomme, parce que c'est vrai qu'il est quand même un petit peu pomme sur ce coup-là, Thésée, hein, Énone, son forfait accompli, très discrètement, elle sort, lorsqu'au même moment, de l'autre côté, entre qui? Entre le pauvre Hippolyte. Papa? Coucou? Thésée le voit, et là, il explose. Perfide! Oses-tu bien te montrer devant moi, monstre, qu'à trop longtemps épargné le tonnerre, reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre, après que le transport d'un amour plein d'horreur jusqu'au lit de ton père ait porté ta fureur. Tu m'oses présenter une tête ennemie, et la Thésée implore Neptune, le dieu de la mer, qui, souvenez-vous, est peut-être son père. Et oui, hein, dieu de la mer qui est père. C'est pas évident pour la tête, hein. C'est la mythologie. Hein. Bon, il l'implore, je t'implore, aujourd'hui, venge un malheureux père, j'abandonne ce traître à toute ta colère. Étouffe dans son sang ses désirs effrontés, Thésée, à tes fureurs connaîtra tes bontés. Et là, on imagine quoi? On imagine Neptune, qui est un dieu, hein, qui est omniscient, omnipotent, hein, omnivore peut-être, la mythologie ne le dit pas, qui prend note et qui écrit
étouffé dans son sang ses désirs effrontés. C'est tout. Très bien. Il retourne dans les profondeurs océanes. Et le pauvre Hippolyte qui est là, et qui en digne fils de héros qu'il est, tout vertueux qu'il est, ne veut rien dire à son père une fois encore sur ce qui s'est passé avec Phèdre. Il lui dit plutôt d'un mensonge si noir. Justement irrité, je devrais faire ici parler la vérité, Seigneur. Mais je supprime un secret qui vous touche. Approuvez le respect qui me ferme la bouche. Et pour aller plus loin, pour montrer à son père combien il est dans l'erreur, il va jusqu'à avouer son amour interdit pour Aricie. Je confesse à vos pieds ma véritable offense. J'aime, il est vrai, malgré votre défense, Aricie. À ses lois, tiens mes vœux asservis. La fille de Palante a vaincu votre fille. Tu l'aimes, ciel! Mais non! L'artifice est grossier, tu te fais un criminel pour te justifier. Ah! Thésée, qui a quelques notions de kung-fu depuis les enfers. Voilà. Chasse Hippolyte par la porte, Hippolyte qui sort, qui n'est pas prêt de revenir. Lorsque de l'autre côté... Oui, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est du Phédo. Entre la reine... entre Phèdre. Phèdre qui, dites-vous, à ce moment précis de la pièce, est prête à tout avouer sur ce qui se passe ici depuis le début. Elle est prête à mettre, comme on dit, carte sur table. La pièce pourrait s'arrêter là. Elle demande à Thésée d'épargner Hippolyte lorsque Thésée la coupe et lui dit que Hippolyte, justement, tu sais que pour essayer de se disculper, il vient de me faire croire qu'il était amoureux d'Aricie. Quoi? Seigneur? Ouais, qu'il était amoureux d'Aricie, ouais, c'est ça. Et bon, c'est du poulet? Non, pardon, il dit pas ça, hein. Non. Ce d'autant plus qu'il fait plus tel... Enfin bon, bref, non, là, Thésée sort. Hein. En plus, on arrive dans un bon moment, car vous le voyez effectivement, Phèdre reste un instant seul. Lorsque, de ce côté-ci, pour assister à ce qui sera l'un des plus beaux passages de la pièce, là véritablement, hein, entre Œnone. Cher Œnone, sais-tu ce que je viens d'apprendre? Non, mais quelque chose me dit que je ne vais pas tarder à le savoir. Œnone, qui l'eût cru? J'avais une rivale. Qui l'eût cru, l'eût-tu... Hippolyte aime. Et je n'en puis douter. Aricie a trouvé le chemin de son cœur. Oh, douleur non encore éprouvée. À quel nouveau tourment je me suis réservé. Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports, la fureur de mes feux, l'horreur de mes remords et d'un cruel refus, l'insupportable injure n'était qu'un faible essai du tourment que j'endure. Ils s'aiment. Par quel charme ont-ils trompé mes yeux? Comment se sont-ils vus? Depuis quand? Dans quel lieu?
au moment que je parle. Ah, mortelle pensée, il brave la fureur d'une amante insensée. Il faut perdre Aricie. Il faut de mon époux contre un sang odieux réveiller le courroux, qu'il ne se borne pas à des peines légères. Le crime de la sœur, pas celui des frères. Que fais-je? Où ma raison se va-t-elle égarer? Mes crimes désormais ont comblé la mesure. Je respire à la fois l'inceste et l'imposture. Et là, une nouvelle fois, Phèdre veut mourir, hein, lorsque Œnone Madame, j'ai plus d'idées là. Hein. Là, je suis à Cour, hein. Enfin, à Jardin, c'est pareil. Hein. Non, là, vraiment, vous aimez, lui dit-elle. Mais c'est pas grave d'aimer, dites. Tout le monde aime. Même les dieux ont brûlé de feu bien illégitime. Ah, ça, tu penses qu'ils le diront pas depuis leur Olympe là-haut? Mais c'est pas grave d'aimer. Et puis pensez, vous aimez un homme. Votre mère se tient avec un taureau à côté, ça mange pas de foin, hein? Qu'entends-je? Quels conseils ose-t-on me donner? Ainsi donc, jusqu'au bout, tu veux m'empoisonner? Malheureuse, voilà comme tu m'as perdu. Au jour que je fuyais, c'est toi qui m'as rendu. Je ne t'écoute plus. Va-t'en, monstre exécrable. Va, laisse-moi le soin de mon sort déplorable. Et Phèdre sort, laissant la pauvre Œnone, vous le voyez, seule. Oh, Dieu, pour la servir, j'ai tout fait, tout quitté. Et j'en reçois ce prix, je l'ai bien mérité. Et là-dessus se termine le 4e acte. Vous l'avez compris, mes amis, nous voilà donc de manière inéluctable embarqués pour le 5e et dernier acte. Désormais, un vent tempétueux déchaîne la mer et il n'est plus temps de mettre les voiles et les bateaux de pêcheurs rentrent tous au port. Le soleil, Hélios, juste avant de plonger dans la mer, a déjà revêtu ses habits du soir, qui teinte toute cette pièce de ses larges rayons mordorés. Hippolyte, le visage éclairé par cette chaude lumière crépusculaire, se tient là, face à lui, Aricie, qui est ici. Hein. Acte 5, 5e acte, dernier acte. Hippolyte explique à Aricie pourquoi il n'a rien dit à son père à propos de Phèdre, et croyant que comme lui, elle saura garder le silence sur toute cette affaire, il lui annonce qu'il va partir pour l'exil, lui demande de le suivre dans cet exil et lui promet de l'y épouser dans cet exil. Rapidement, il sort lorsque de l'autre côté, entre son père, entre le roi, entre Thésée. Thésée qui voit Aricie et qui lui dit que tout ce que vient de te dire Hippolyte est faux. Parce qu'en vérité, il en aime une autre. Et oui, Phèdre, on l'a compris, le ver est toujours dans la pomme. Alors là-dessus, Aricie, qui n'est pas dupe, rassurez-vous, elle regarde Thésée, le roi, celui qui la tient captive depuis qu'elle est petite, dans les yeux, et elle lui dit « Et comment souffrez-vous que d'horribles
discours d'une si belle vie ose noircir le cours? Avez-vous de son cœur si peu de connaissance? Discernez-vous si mal le crime et l'innocence? Prenez garde, Seigneur, vos invincibles mains ont de monstres sans nombre affranchi les humains, mais tout n'est pas détruit, et vous en laissez vivre. 1. Votre fils, Seigneur, me défend de poursuivre. Et elle sort. Quelle élégance, n'est-ce pas? Merveilleux personnage racinien que cette Aricis, il en est, effectivement. On laisse réfléchir Thésée un peu à ce qu'on vient de lui dire, la cogiter pour voir ce que ça fait dans la tête, juste un peu. Voilà. Lorsque de ce côté-ci, on ne l'attendait pas. Maintenant, entre qui? Entre Panope. Voilà! Énone est morte et Phèdre veut mourir. Au ciel, Énone est morte et Phèdre veut mourir. Qu'on rappelle mon fils qui vient de se défendre, qui vient de me parler, je suis prêt de l'entendre. Lorsque de ce côté-ci entre le vieux Théramène. Ah oui. Théramène, c'est toi? Mais que fait mon fils, Hippolyte? Sois tardive et superflue. Inutile tendresse, Hippolyte n'est plus. Et là, mes amis, dans un des plus beaux passages de la pièce. Non, mais véritablement là, véritablement. Théramène, en larmes, va nous raconter ce à quoi il vient d'assister. Hippolyte, sur le chemin de l'exil, alors qu'il conduisait ses fidèles coursiers, ses chevaux fougueux, sur une plage au large de Trézène, a soudainement été attaqué par un monstre furieux, sorti du fond des flots, qui est venu attaquer le char et précipiter l'équipée ensanglantée sur les rochers. Vous le comprenez? À ce geste fantastique, le vœu de Thésée auprès de Neptune a été exaucé. Alors Théramène termine sa longue tirade en rapportant encore les dernières paroles qu'Hippolyte, dans un ultime souffle ensanglanté, a prononcé à l'attention de son père, où il demandait qu'après sa mort, son père prenne soin d'Aricie. Lorsque de ce côté-ci, pour la dernière fois, entre la reine, entre Phèdre. Eh bien, vous triomphez et mon fils est sans vie. Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence, il faut à votre fils rendre son innocence. Il n'était point coupable. Vous allez voir. Les moments me sont chers, écoutez-moi. Thésée, c'est moi qui sur ce fils chaste
et respectueux, oser jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable Énone a conduit tout le reste. Elle s'en est punie, et fuyant mon courroux, a cherché dans les flots un supplice trop doux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu, devant vous, exposant mes remords par un chemin plus lent, descendre chez les morts, j'ai pris... J'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà, jusqu'à mon cœur, le venin parvenu dans ce cœur, expirant, jette un froid inconnu. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage, et le ciel et l'époux que ma présence outrage, et la mort, à mes yeux, dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté. Et la Panope, qui a un petit rôle, mais qui a quand même l'avant-dernière réplique de la pièce, dit « Elle expire, Seigneur !» Et Phèdre meurt devant la dépouille de son épouse. Dans la dernière réplique de la pièce, Thésée annonce qu'il prendra soin d'Aricie. Et c'est, dans son édition originale en tout cas, sur la didascalie fin, que sous la plume de Jean Racine se termine l'histoire de Phèdre. Eh bien, figurez-vous que c'est sur ce même mot, fin, que se termine aussi cette autre pièce dont je vous parlais tout à l'heure. Phèdre avec un point d'exclamation, cette comédie contemporaine qui met en scène, je vous le rappelle, une façon d'orateur qui, se proposant justement de parler de cette pièce, finit par raconter et interpréter Phèdre de Jean Racine, sans se rendre compte qu'en faisant cela, il ne fait autre chose que jouer cette même pièce dont je vous parle et que je vais me faire un plaisir de vous offrir maintenant. Voilà, si vous voulez bien m'aider, voilà, si vous voulez bien faire passer, voilà. 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 Alors, est-ce que tout le monde a son exemplaire ? Oui, parfait. Alors, si vous prenez votre livre, à la page 62, vous pouvez, en bas de la page, vous y êtes, constater qu'en effet, le personnage, qui porte par ailleurs le même nom que l'acteur qui le joue, Romain Darol, se rend soudain compte qu'il ne lui reste plus assez de temps pour parler de la pièce qu'il était censé présenter. Il est comme Phèdre, victime de la malédiction des dieux. Ici, c'est Chronos, le dieu du temps, qui limite son temps de parole à 1h30. À un moment donné, il regarde sa montre et... Oula! Déjà, j'ai pas vu le temps passer!
Oula, mince alors. Bon, je vais abréger. N'ayant plus le temps pour parler de cette pièce, je vais vous raconter la fin avec hardiesse. Donc, comme il est pressé par le temps, Romain se propose de vite raconter la fin de la pièce, et réalisant soudain que, comme Phèdre, il est soumis à la volonté de son auteur. Il s'écrie: quelle importune main n'a pris soin dans ma bouche d'assembler tant de mots, me voilà sur la touche. Puis, juste avant de prendre congé de son auditoire, en sortant par là, il se saisit d'une pancarte qui avait été préalablement scotchée sous cette table. Il regarde le public à qui il lance ce dernier alexandrin. Voilà, la pièce, ma foi, se termine ainsi. Puis, comme il l'avait annoncé, à savoir que cette pièce, comme celle de Racine, se termine sur ce mot, il montre